Grand merci d'être là pour nous suivre et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Éveil National sur votre chaîne Congo Live. C'est toujours un plaisir de savoir que vous êtes là. Accord politique signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. On en parle au cours de cette émission avec Monsieur Gaston. Nous allons parler des enjeux politiques et il va aussi nous expliquer sur ce qui peut attendre. Monsieur Gaston, bonjour. Bonjour. Vous allez bien, nous sommes en direct avec vous. On a toujours l'habitude de poser la question, est-ce que la santé, ça va, vous êtes en forme? Merci pour cette question. Oui, nous, au niveau santé, on va très bien. Et au niveau moralement aussi, on va très bien. Donc, tout va bien. D'accord. Je pense qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut déjà dire que la République démocratique du Congo est en train de trouver une bonne solution pour sa situation sécuritaire dans la partie Est? Tout à fait. Sans nous vanter ou bien sans dire que la République démocratique du Congo peut gagner la guerre, sans tirer une barre de l'autre côté de sa frontière vers ceux qui l'attaquent. Et la République démocratique du Congo est en bonne position, est en position de gagner cette guerre sans forcément faire couler le sang de ses compatriotes ou même de ceux qui l'attaquent. Donc, voilà, diplomatiquement, je vous l'avais dit à plusieurs reprises que la République démocratique du Congo était un géant dans la région. Mais il est géant parce qu'il a aussi des dirigeants qui voient plus loin et qui savent faire de la démocratie une arme très, très efficace. Alors, il y a eu signature, il y a ceux qui pensaient que la RDC avait dit on ne va jamais signer un accord politique avec le M23. On a vu, il y a eu cet accord-là à Doha, signé entre le M23 et la République démocratique du Congo. Est-ce que cela peut dire que on a été faible ou on s'est laissé manipuler? Il y a deux choses dans cette question. Il y a deux choses que je trouve qu'il faut que les gens séparent. C'est que les autorités congolaises n'ont jamais refusé de discuter avec les Congolais. Donc, qu'ils soient du M23 ou bien qu'ils soient de simples citoyens comme vous, les autorités congolaises n'ont jamais refusé de discuter, de parler aux Congolais. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que les autorités congolaises avaient lancé dès le premier jour de cette invasion par le Rwanda, en demandant, parce que le Rwanda prétextait que c'était des Congolais qui voulaient retourner dans leur pays, on avait demandé aux Congolais qui se trouveraient parmi ces terroristes de rentrer pour être cantonnés et pour être remis dans leur région natale ou sur leur village. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, les autorités congolaises n'ont jamais refusé de parler aux Congolais. La deuxième chose, c'est qu'ils ont bien dit qu'il n'était pas question de parler aux terroristes du M23. Le M23, je l'ai dit aussi à plusieurs reprises, c'est une armée rwandaise, une fois traversée la frontière, prend le nom du M23. Cela, les autorités congolaises n'ont jamais accepté de parler à ces terroristes parce qu'ils ne sont pas congolais. C'est ce qui est logique. Alors, si on revient à ce qui s'est passé à Doha, il y avait des Congolais. Mais ces Congolais qui sont des marionnettes, malheureusement, les autorités congolaises ne refusent pas de parler à ces Congolais. Par contre, ils ne veulent pas parler à ces Congolais comme représentants du M23, mais qui portent le message des terroristes de Kigali. Et ça, c'est différent. Donc, ils ont parlé aux Congolais, oui. Ils peuvent signer des accords avec les Congolais, oui. Mais les Congolais qui imposent les conditions, parce que ces conditions, ce sont des conditions qui satisfassent le Kigali, les terroristes de Kigali. Ça, il n'était pas question de signer cet accord. C'est pour ça que d'ailleurs, les autorités congolaises disaient, ce n'est pas via le M23 qu'on va discuter.
parler aux Rwandais. Mais alors que les discussions directes se fassent entre les autorités congolaises et le Rwanda. Et c'est ce qui s'est passé, c'est ce qu'on a vu, peut-être on va en parler tantôt, c'est ce qu'on a vu à Washington. Donc, les masques sont tombés, les autorités de Kigali ne vont plus se cacher. Eh bien, c'est arrivé. Donc, vous voyez, messieurs le journaliste, les autorités congolaises veulent parler aux Congolais, mais pas aux Congolais messagers cachés. Donc, il faut que ça soit clair. Et puis, pas aussi aux terroristes, qu'ils soient du Congo ou du Rwanda, qui veulent imposer leurs conditions. Voilà ce que les autorités congolaises ont toujours dit. Et je pense que les autorités congolaises sont en bonne position. Il faut qu'elles restent à cette position, justement parce que, avant tout, justice pour les victimes de cette barbarie de criminels de Kigali. Et après cet accord signé, vous venez à peine de relever ce point-là, après cet accord signé à Washington hier, est-ce qu'il n'y aura pas de répercussions par rapport à l'économie, par rapport peut-être à la façon de gérer les choses avec les Rwandais, puisque c'est possible, ces Rwandais-là ne respectent jamais les accords signés? Ah, ça c'est une très bonne question. En fait, si vous avez suivi, moi je suis cette guerre depuis le début, mais je compare aussi avec nous, Rwandais, avons vécu au Rwanda. Vous avez vu que les accords sont toujours signés par un ministre qui est Hutu. Hutu, vous savez, les Hutus, ce sont des Bantous. Mais c'est jamais Kagame qui signe ces accords. C'est pour ça que je me dis il faut rester très prudent, très vigilant, parce que ce n'est pas dit que Kagame va mettre en pratique ce qui a été signé. Il est très facile pour ces criminels de Kigali de dire nous n'avons rien signé. C'était le ministre des Affaires étrangères qui a pris cette décision sans qu'on soit d'accord. Kagame peut retourner la situation comme ça. Mais là, il est dos au mur. Il est dos au mur parce que on sait très bien que ce ministre des Affaires étrangères ne peut rien faire sans que Kagame ne lui dise va faire ça. Donc, ça ne peut pas être de sa propre initiative. Et une chose intéressante, monsieur le journaliste, c'est que Kagame allait signer cet accord, ce n'est pas que Kagame l'avantage ou l'intéresse, mais c'est parce qu'il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Ses parents l'ont lâché. Donc, s'il refuse, c'est un homme mort directement. Il est obligé d'accepter et d'exécuter ce que ses parents lui disent. Donc, envoyer son ministre pour aller signer cet accord. Alors, dire que ça peut ne pas être avantageux que Kagame peut encore continuer la guerre, ça, ce n'est pas impossible connaissant Kagame. Parce que vous savez, les accords qui avaient été signés quand Kagame était dans le maquis entre son rébellion et le gouvernement de Habyarimana de l'époque, c'était un Hutu aussi, qui s'appelait Kanyarengwe, qui était le valet justement du FPR de Kagame, qui avait été en Tanzanie pour signer. Donc c'était entre les Bantous que cet accord avait été signé. D'ailleurs, par après, Kagame ne les a pas mis en pratique parce que ce n'était pas lui qui avait signé. Donc, il était très facile pour lui de les jeter dans la poubelle. Et ça ne le concernait pas, ça je comprends. C'est ce qu'il essaie de faire là-bas avec les Américains. Mais connaissant Trump, connaissant la diplomatie congolaise, Kagame n'a pas le choix. Il ne va pas faire la même chose que ce qu'il a fait il y a 30 ans. Pourquoi il ne peut pas le faire? C'est parce que, de un, la diplomatie congolaise dépasse de loin, a pu déboulonner d'ailleurs la diplomatie rwandaise. Si on compare à ce qui s'est passé en 1994 au Rwanda, le régime de Habyarimana à cette époque était à genoux. Ici, c'est l'inverse. C'est Kagame qui est à genoux. Donc, Kagame fait ce qu'on lui demande. Ce n'est plus lui qui commande, mais il suit ce que ses parents et les autorités congolaises demandent. Donc, il n'a pas le choix.
Et ce qui est intéressant encore une fois, c'est que les accords ont été signés entre la République démocratique du Congo et la République rwandaise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Rwanda reconnaît son implication dans cette guerre qui se passe à l'est du Congo. Là, le Rwanda reconnaît ses responsabilités parce qu'il est venu signer cet accord, l'accord qui met fin à cette guerre pour que la reprise économique démarre le plus vite possible. Ça, c'est un succès, ça, c'est un échec pour Kagame, mais c'est un succès pour le Congo. Si Kagame maintenant continue à envoyer ses hommes à la République démocratique du Congo, maintenant c'est aux Américains de forcer Kagame à arrêter cette guerre. Et je pense que les Américains ont bien compris qu'à tout moment, le Congo peut basculer et se retrouver du côté de la Chine et de la Russie. Et ça serait une grande perte pour l'économie occidentale. Peut-être les gens ne réalisent pas, mais le Congo s'est engrainé des matières premières pour l'industrie technologique de l'Occident. Si le Congo ferme ses portes, tous les pays du monde peuvent laisser les portes ouvertes, mais si le Congo ferme, ici c'est la crise, ça peut même provoquer une guerre civile en Occident. Parce que les matières premières qu'on ne trouvait pas ailleurs, qu'on trouvait qu'au Congo, les Occidentaux veulent cette richesse. Et si vous avez bien compris, parce que moi j'ai suivi le discours de Rubio, le secrétaire d'État américain, il a bien dit, et l'envoyé spécial, M. Barros, qui avait été envoyé, donc, qui a été au Congo, qui a été au Rwanda, qui a été en Ouganda et au Kenya, il a bien dit que ce qu'il avait demandé à ses autorités de Kigali doit être mis en pratique. Donc, ça veut dire que vous avez vu que ce monsieur avait demandé à Kagame de retirer son armée du territoire congolais et d'arrêter de soutenir le M23. Ça va être mis en pratique. Si Kagame refuse, il est fini. Il est fini, tout de suite il est fini. Sauf que même s'il accepte, il y a une deuxième étape, c'est que le tribunal, la Cour pénale internationale a démarré le dossier. Donc, tout ça, ce sont toutes ces choses qui attendent Kagame. Il ne peut pas y échapper. Il n'y a plus d'échappatoire pour Kagame. Donc, c'est un succès. Kagame ne peut plus jouer une autre carte. D'ailleurs, il n'a plus de carte à jouer. Mais est-ce qu'on ne peut pas craindre que le M23 puisse se dire, bon, cette fois-là, c'était question disons, de Rwanda et la République démocratique du Congo. Maintenant, là, nous, les Nanga peuvent dire, nous, on est des Congolais, nous allons faire la guerre entre nous, Congolais, créer encore d'autres conflits. Est-ce qu'on ne peut pas craindre ce volte-face-là? Oui, le Nanga et les autres, ils peuvent dire, et Kabila d'ailleurs, ils peuvent dire, ok, nous, Kagame ne va plus nous soutenir, mais nous continuons la guerre. Mais qui va soutenir, qui va financer cette guerre? C'est qui la base arrière de ces gens-là? C'est le Rwanda et l'Ouganda. Donc, si on demande à Kagame de ne plus envoyer ses hommes, on a l'habitude de dire qu'au Congo, il y a 4000 militaires rwandais. Mais là, je peux vous dire qu'il y a plus de 20 000 Rwandais qui se battent sur le territoire congolais. Mais si ces hommes doivent rentrer chez eux, d'ailleurs, Kagame ne s'est plus mobilisé pour envoyer des hommes sur le territoire congolais. Donc Kagame, il est en mauvaise position. Alors, si Nanga décide de continuer cette guerre, mais où est-ce qu'il va retrouver ces hommes? Je pense que vous avez vu que, d'ailleurs, certains jeunes qui étaient dans le M23, les vrais Congolais, ont déposé les armes, ils se sont rendus dans le Sud Kivu, ils se sont rendus au Wazalendo, ils ont expliqué comment ils avaient été embarqués dans cette guerre et qu'ils trouvent injuste et que d'ailleurs ils ont découvert les horreurs que l'armée rwandaise commet à l'est du Congo. Donc ils ont tout dénoncé. Ces gens quittent le M23. Si Nanga décide de continuer cette guerre,
il n'a pas les moyens parce que c'est le Rwanda qui le finance, à moins que le Rwanda n'accepte de continuer cette guerre. Mais s'il continue cette guerre, c'est les Américains qui vont venir chasser Kagame et son régime. Donc, vous voyez, Nanga ne peut rien faire, Kabila ne peut rien faire, parce que leur maître est à genoux, Kagame est à genoux. Ça, vous le voyez bien. Donc, vous savez, si Kagame était en bonne position, il n'allait pas envoyer son ministre des Affaires étrangères aller signer ses accords. Il n'allait pas y aller. Donc, il a accepté parce qu'il y a la pression de ses maîtres, parce qu'il n'a plus d'autres moyens. Et les Nanga, sans le soutien du Rwanda et de l'Ouganda, Nanga ne sait rien faire. Qui se bat, c'est l'armée rwandaise. Or, cette armée, dans ces conditions qui a été posées par les Américains, c'est que l'armée rwandaise doit quitter le territoire congolais. Alors, sauf si Nanga peut-être tout seul et Kabila peuvent prendre les armes et aller affronter le fisc et les Wazalènes, je pense qu'ils n'y arriveraient pas, parce que Kagame n'y arrive même pas. Et dans tout ça, là, qui est le plus grand perdant par rapport à cet accord qui a été signé? Et aussi, cette deuxième question, peut-être vous allez enchaîner directement. Quelles sont les conséquences, les perspectives par rapport à l'économie congolaise aussi? Alors, le problème, c'est qu'il y a, oui, d'abord, les conséquences pour l'économie congolaise, c'est qu'il va falloir tout reconstruire à l'est du Congo. Redonner confiance aux investisseurs. Là, je pense que ça risque d'aller vite parce que les grandes sociétés occidentales, notamment en Belgique, et aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre, ils veulent revenir à l'est du Congo, mais en particulier, mais au Congo en général, pour voir comment ils peuvent investir parce que, comme je vous ai dit, le Congo, c'est le grenier. Alors, le grand perdant dans cette histoire, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne s'y attendait pas peut-être, mais c'est Kagame. Pourquoi? Parce que Kagame risque cet échec risque d'emporter son régime. Pourquoi? Parce que sans le pillage des ressources de la République démocratique du Congo, le Rwanda ne sait plus survivre. Ça marchait encore après les sanctions parce qu'on continue à piller l'Est du Congo. Vous savez, les mines de l'Est du Congo, Sidi Kivu, Nord Kivu, Walikare, Rubaya, tout ça c'est pillé tous les jours. Mais maintenant, ici en Occident, on a décidé de prendre ces sanctions, mais aussi de boycotter les produits qui viendraient du Rwanda, notamment les matières premières qui seraient vendues par le Rwanda. Donc, c'est le grand perdant dans cette histoire, c'est Kagame, parce que sans le soutien des Occidentaux, sans le pillage de la République démocratique du Congo, le régime de Kagame ne peut pas tenir un mois. Ça, je sais ce que je vous dis. Un mois. D'ailleurs, via les sanctions, vous savez, mes chers journalistes, ne fût-ce que les sanctions qui ont été prises par certains pays occidentaux, vous savez qu'au Rwanda, on a imposé des impôts, même au mariage. Les gens qui veulent se marier doivent payer une taxe. Donc, pour vous dire qu'au Rwanda, l'économie rwandaise est à genoux, alors que c'est que des sanctions. Et pourtant, le pillage de la République démocratique du Congo ne s'est pas arrêté. Les matières premières, vous avez vu, sont amenées du Congo, dans les mines de Rubaya, Walikale et stockées au Rwanda, puis transférées au Kenya. Et c'est de là que c'est vendu comme des matières premières qui viennent du Kenya, mais c'est avec la complicité de William Ruto du Kenya. Mais l'envoyé spécial de Trump, qui a été à Nairobi, en a parlé, donc que le Kenya doit arrêter de vendre les matières premières qui sont pillées au Congo. Au risque d'ailleurs de voir M. William Ruto mis sur la liste des criminels qui financent la rébellion M23. Donc, ce que je vous dis, c'est du
sait rien. Et le grand perdant, c'est Kagame, et parce que son régime risque de finir avec cet accord qui a été signé, et surtout avec la détermination des autorités congolaises et les autorités américaines. Aujourd'hui, la grande question aussi que beaucoup se posent, quel avenir politique pour Joseph Kabila Kabange? Est-ce qu'il doit revenir en République démocratique du Congo ou quelle doit être sa position? Alors, monsieur le journaliste, Kabange, Joseph Kabange, parce que moi je ne l'appelle plus Kabila. Vous l'appelez plus Kabila, pourquoi? Ce nom, c'est plus Kabila. Oui, mais il doit retourner dans son pays. Il doit retourner chez ses oncles, ses frères et sœurs. C'est au Rwanda, ce n'est pas au Congo. D'ailleurs, je trouve que la République démocratique du Congo devrait poursuivre Joseph Kabange pour usurpation d'identité. Parce que, comme je vous l'ai dit depuis le début, il n'est pas congolais, il est rwandais. Il est né à Kibungo. Kabange, c'est son père. Laurent Désiré Kabila avait adopté ce voyou parce que son père Kabange venait de mourir et que c'était des meilleurs copains. Donc, il a pris en charge parce que c'est vrai, il le considérait comme son propre fils, vu l'amitié qu'il avait avec son père. Maintenant, le Kabila, ça peut arriver que Laurent Désiré Kabila ait adopté Joseph Kabila. Ça, c'est pas interdit. C'est peut-être via cette adoption qu'il peut prétendre à la nationalité congolaise. Mais ce n'est pas ça qu'il dit depuis le début. D'ailleurs, vous avez vu sur les réseaux sociaux, YouTube, il y a beaucoup de gens qui ont témoigné à visage caché, à visage découvert, pour dire ce que Joseph Kabila leur demandait depuis le début. Concret, il demandait concret son identité congolaise parce qu'il voulait être congolais. Donc, en fait, si, monsieur le journaliste, vous êtes congolais, est-ce que si vous vous sentez congolais, est-ce que vous pouvez demander à quelqu'un de créer votre identité pour que vous soyez congolais? Donc, ça, ce n'est demandé que par les gens qui usurpent leur identité ou bien qui ne sont pas vraiment congolais, mais qui veulent être congolais. Il peut demander la nationalité et l'obtenir. Il n'a jamais demandé la nationalité. Donc, il n'est pas congolais d'abord. Alors, son avenir, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est au Rwanda. Mais je pense que les autorités congolaises devraient le poursuivre pour usurpation d'identité, d'abord. Deuxièmement, pour association de malfaiteurs ou bien association à une entreprise criminelle qui est le M23 et le poursuivre comme un terroriste. Et c'est ce qu'il est d'ailleurs. Donc, l'avenir de Joseph Kabila, politiquement, comme je l'ai dit, il est mort. D'ailleurs, avec cet accord qui vient d'être signé, il n'a plus droit à la parole parce qu'il est mal placé pour parler du Congo. Si le Congo s'est trouvé dans l'état dans lequel le président fait, et c'est parce que Kabila a tout fait pour détruire le Congo. D'ailleurs, vous savez, à l'époque de Joseph Kabila, quand il était président, le vrai patron, le vrai président du Congo, c'était Kagame. Parce que Joseph Kabila ne pouvait rien faire sans l'accord de Kagame. Donc, c'était Kagame qui décidait. Alors, il n'a qu'à retourner chez son maître, Kagame au Rwanda, mais qu'il laisse les Congolais entrer, gérer leur pays comme il faut. Moi, je ne m'inquiète pas pour l'avenir de Joseph Kabila parce qu'il a son pays, il a ses parrains au Rwanda, mais il peut retourner au Rwanda. Mais il n'est pas question, personnellement, je trouvais que c'est pas normal qu'il revienne au Congo et qu'il parle comme un politicien, alors qu'il a rejoint les terroristes qui tuent les Congolais depuis 30 ans. Il a d'ailleurs, si l'armée s'est retrouvée dans cet état, c'est à cause de Joseph Kabila. Donc, il devrait répondre à cette association de malfaiteurs aussi. Et d'ailleurs, à 12 millions de morts qui ont été tués à l'est du Congo. Alors, la question qu'on aimerait aussi vous poser, il y a tant d'autres questions. Aujourd'hui,
quelle serait la place que le pacte social pour le bien-être que apporter les évêques de la Sénéco et CRC peuvent avoir encore? Est-ce qu'on peut se dire que nous avons résolu les problèmes sur le plan international et sur le plan interne, on doit faire confiance euh, au pacte social que la Sénéco et l'ECC en train de mener? Non, non, monsieur le journaliste, tout de suite je vous dis non. Pourquoi? Parce que depuis le début, je n'ai pas vu ces CNCO et les dirigeants de cette association, que je trouve association de malfaiteurs d'ailleurs, je ne les ai pas vus condamner les massacres dont les Congolais sont victimes. À partir de là, socialement, ils n'ont rien à proposer. Pourquoi? Parce que quand on accepte d'être financé par une entreprise criminelle, dont à la tête c'est Kagame et Kabila à la tête de cette entreprise, mais c'est parce que, pour moi personnellement, je trouvais que dans cette position, on travaille pour l'ennemi. On travaille pour l'ennemi des Congolais. Alors, on ne peut pas travailler avec ceux qui disent les Congolais et prétendre chercher un bon avenir pour cette population meurtrie. Parce que on s'associe à une entreprise criminelle pour commettre des crimes. Donc, je trouve que le CENCO devrait être rejeté par tous les Congolais qui ont envie d'avoir un avenir meilleur, parce que la CENCO a toujours été du côté des criminels. Vous savez, ils ont accepté ouvertement qu'ils travaillaient, ils ont reçu l'argent des criminels. Depuis le début, je ne les ai jamais vus se déplacer à l'est du Congo pour soutenir les victimes de cette guerre. Ils n'ont jamais condamné les massacres qui ont été commis, je le dis souvent, à Bwisha, à Kishiché, à Rutshuru, à Bambo, à Goma récemment. Ils n'ont jamais condamné. Par contre, ils ont couru à Kigali pour justement discuter avec les autorités de Kigali. Donc, je pense que curieusement, et ça m'étonne, ils ne cachent jamais leur enthousiasme quand ils parlent de travailler ou d'avoir reçu le financement de Kigali. Et ça, je trouve que c'est encore plus blessant de les considérer comme des hommes qui peuvent apporter quelque chose au Congo. Et donc, pour moi, personnellement, tout ce qu'ils proposent, il faut rejeter. Et les Congolais doivent maintenant se focaliser sur le projet qui est proposé par le gouvernement et avec sa première ministre et la ministre des Affaires étrangères, parce qu'ils ont une vision, je trouve, plus claire et qui peut apporter un bon avenir pour les Congolais. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ce qui s'est fait aujourd'hui là, on peut penser à un changement de la constitution pour remettre les choses en place, un gouvernement qui peut maintenant ramener les choses comme il se doit? Oui, je pense que changement d'une constitution ou bien un gouvernement d'union nationale, j'ai toujours plaidé pour. Pourquoi? Parce que il y a des politiciens congolais qui ont dit clairement qu'ils étaient des opposants politiques, mais qui n'étaient pas des ennemis des autorités du gouvernement, de ceux qui dirigent le gouvernement aujourd'hui. Ces gens, ils ont leur place dans l'administration de ce pays. Pourquoi je le dis? C'est parce que leurs idées, même si ils divergent avec les idées des autorités en place, il y a moyen de trouver un point commun pour un meilleur avenir pour les Congolais. Par contre, je suis contre ceux qui disent qu'il faut rester rigide et combattre le gouvernement de Félix Tshisekedi sans donner une autre proposition. Parce qu'en fait, être un opposant, et c'est ça que je trouve grave avec les politiciens en Afrique, c'est parce que
quand quelqu'un a un parti politique, on dirait que leur objectif, c'est d'arriver à la tête du pays, être président. Or, les gens qui ont toujours cet objectif, quand ils font des partis politiques, ils visent la présidence du pays, c'est parce qu'ils ne pensent pas à la population. On arrive à la présidence du pays parce qu'on a de bonnes idées, on a un projet sociétal et les gens peuvent, lors des élections, te choisir parce que tu as un projet qui leur correspond, qui répond mieux à leurs aspirations. Donc, ces gens alors qui disent qu'ils se déclarent dans l'opposition, mais qui n'ont pas de projet politique, je trouve que ces gens, on devrait les exclure. Mais il y a les autres qui disent clairement qu'ils ne sont pas dans le gouvernement, ils n'ont pas été élus, mais ils se battent pour la population et ils présentent leurs projets. Ces gens, je trouve qu'il faudrait les intégrer dans ce gouvernement ou bien dans différentes associations pour que leurs idées soient exploitées, soient utilisées pour un bon avenir pour la population. Donc, un gouvernement d'union nationale, je suis pour. Alors, le changement de la Constitution, je pense que là aussi, c'est une chose à laquelle on devrait regarder sérieusement parce que le Congo est à la croisée des chemins. Le Congo a les autorités actuelles du Congo. Ils ont montré leur efficacité qui n'a pas pu être atteint depuis 30 ans. Depuis 30 ans, le Congo ne s'était pas retrouvé là où il est aujourd'hui. Donc, pour justement que le Congo continue à avancer, je ne dis pas que les autorités actuelles doivent rester éternellement au pouvoir, mais il faut voir comment on peut les accorder encore, dans quelles conditions, une confiance pour qu'ils achèvent le projet qu'ils ont démarré. Parce que je trouve qu'ils n'ont pas assez de temps pour sécuriser le Congo, redonner les Congolais confiance en eux-mêmes et puis continuer à ramener le Congo au niveau de la scène internationale. Ça, c'est fait, mais ce n'est pas encore bien bétonné parce qu'il y a la guerre, justement, qui est en train d'être gagnée, heureusement, mais il y a encore la guerre. Donc, je trouve que le changement de la Constitution devrait se baser sur tous ces points pour dire on va changer la Constitution, on accorde un peu plus de temps à ceux qui sont là, parce que le projet qu'il porte commence à porter ses fruits. Donc, voilà la façon dont je vois les choses, monsieur le journaliste. Je suis pour qu'il y ait un changement de Constitution. Je suis pour que les opposants politiques qui ont un projet sociétal soient considérés pour que leur projet soit aussi inclus dans l'objectif de ce gouvernement. Alors, je pense, quand vous dites ça, ce que vous voulez que Félix Tshisekedi reste encore longtemps au pouvoir. Cependant, l'opposition ne veut pas qu'il reste longtemps au pouvoir. L'opposition pense que Félix Tshisekedi a bradé les minéraux de la République démocratique du Congo pour rester au pouvoir. Bah, écoute, on peut dire que Félix Tshisekedi Tshilombo a bradé les minéraux de la République démocratique du Congo pour rester au pouvoir. Mais est-ce que ceux qui étaient là avant lui, qu'est-ce qu'ils ont fait pour que les minéraux du Congo ne soient pas volés? Ils n'ont rien fait. Donc, en plus du vol qui était pratiqué par les anciennes autorités, mais il y avait aussi les massacres qui se faisaient. Or, Tshisekedi, lui, il a proposé un business win-win, gagnant-gagnant. Ça veut dire, sécuriser la population, oui, les minéraux sont là, justement, pour ramener la sécurité au lieu d'amener l'insécurité. Moi, je trouve que ce n'est pas bradé, mais c'est utiliser l'atout que le Congo a, ces minéraux, utiliser ces minéraux pour gagner la paix. Deuxième chose, c'est pour ramener les industries, les entreprises occidentales, s'installer à l'est du Congo. Ou bien au Congo. Alors, qu'est-ce que ça va apporter? Ça va apporter l'emploi aux Congolais. Donc, politiquement, je trouve qu'il a un bon
ce n'est pas brader les matières premières du Congo, mais c'est un échange de la sécurité, de l'emploi. Il utilise les matières premières, les minerais du Congo. Alors, ceux qui disent ça, est-ce qu'ils peuvent dire comment le Rwanda, qui n'a rien dans son sous-sol, je vous le dis parce que je suis d'origine rwandaise, vous le savez, utilise les matières premières congolais pour sa sécurité et pour son emploi? Si tu sais que dire ramène ce qu'on lui vole au Congo, on va dire, ah oui, mais il a bradé nos matières premières pour rester au pouvoir. Mais Kagame est au pouvoir depuis plus de 30 ans. Il utilise les matières premières qu'il vole aux Congolais et aux Congolais qu'il tue en même temps. Donc, si quelqu'un veut mettre fin à ces massacres, veut amener l'emploi au Congo, je ne vois pas le mal je ne vois pas le mal qu'il fait aux Congolais. Ceux qui disent que c'est pour brader les matières premières du Congo, je pense qu'ils ont une autre vision. Par contre, ils devraient proposer alors l'alternative. Qu'est-ce qu'ils ont comme projet? Qu'est-ce qu'ils proposent ces gens? Et c'est ça que je disais tout à l'heure. Ils proposent quoi? À part dire, oui, tu sais que dit ça. Oui, d'accord. Mais qu'est-ce qu'eux, ils proposent en échange? Oui, il a proposé. Mais eux, ils proposent quoi? Rien. Et c'est pour ça que je dis, ces gens ne travaillent pas pour la sécurité de la population. Alors, nous sommes déjà en train de finir. Continuer à donner confiance à l'administration américaine et donner plus de chance à ces sociétés américaines qui veulent s'installer en République démocratique du Congo. Et puis, discuter aussi de l'emploi qu'ils vont créer en République démocratique du Congo. Ça va non seulement sécuriser la population, parce que, je vous le dis, parce que quand une société occidentale s'installe dans un pays, ces sociétés font tout pour que les emplois qui sont créés soient sécurisés. Et c'est ce que les autorités congolaises essaient de faire aujourd'hui. Donc, pour rester dans cette optique, gagner cette guerre, parce que c'est une guerre militaire, c'est une guerre qui emporte beaucoup de vies. Donc, le Congo, là où il est, devrait continuer sur cette lancée. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose aussi, ils ne font pas que les Congolais, les autorités congolaises, oublient qu'il y a la Cour pénale internationale qui a démarré des dossiers. Continuer aussi à travailler avec la Cour pénale internationale pour que ceux qui ont créé des problèmes avec le Congo soient traduits en justice. Et ça, c'est quelque chose qui va payer. Pas à court terme, mais à long terme, le Congo va être sécurisé. Donc, il y a beaucoup de choses à faire, mais en peu de mots, je peux dire que c'est tous ces points mis ensemble, sécuriser d'abord, rassurer les investisseurs, garder contact avec les autorités occidentales ou américaines. Quand je dis occidentales, je vois d'abord la Belgique, parce que la Belgique s'est beaucoup investie pour que la paix revienne dans cette région, et les sociétés américaines qui veulent s'y installer. Donc c'est tout ça mis ensemble qui vont faire que la paix va revenir, et la position qu'a le Congo actuellement va être solidifiée et continuer à avancer dans ce sens. Aujourd'hui, les activités du parti politique PPRD, le parti de Joseph Kabila Kabange, qui était suspendu avec cet accord, on peut quand même lever ces suspensions-là, pour laisser ces partis-là œuvrer. Ah, oui, mais bon, je pense que suspendre son parti politique, les activités de son parti politique, c'est logique, c'est normal, et moi je soutiens l'idée. Parce que, normalement, quand Joseph Kabila, quand on le soupçonnait de vouloir aller s'installer à l'est du Congo ou bien d'entrer sur le territoire congolais via le Goma, il aurait dû y avoir une déclaration de son parti politique se séparant de son président naturel qui est Joseph Kabila. Donc, ce parti politique n'a rien fait pour dire qu'il y avait une cassure entre
son parti et Joseph Kabila. Donc, stopper les activités de son parti sur le territoire congolais, c'est logique, je trouve que c'est normal. Maintenant, poursuivre les membres de son parti ou les dirigeants de son parti, c'est logique parce que s'ils n'ont rien dit, c'est qu'ils sont en connivence avec lui. Donc, leur poser des questions, je trouve que c'est normal. Il faut qu'ils répondent aux questions que le citoyen congolais se pose. Est-ce que ce monsieur qui est avec les criminels qui tuent les Congolais est toujours avec nous? Est-ce qu'on doit le considérer comme un membre à part entière de la communauté congolaise? Ou bien alors, comme il a rejoint ses parents rwandais, est-ce qu'il est rwandais vraiment? Est-ce que son parti politique peut toujours proposer un projet alors qu'on sait très bien comment, avec qui son parti politique travaille? Donc, je trouve que c'est logique que ces activités soient stoppées sur le territoire congolais. Nous sommes à la fin de cette émission. Quel est votre mot de la fin pour ce numéro? Merci, monsieur le journaliste, d'abord de m'avoir invité. C'était un honneur pour moi. Et je voudrais, du fond du cœur, remercier mes frères les Wazalendo parce que, vous savez, si Kagame se trouve là où il est aujourd'hui, c'est en grande partie mes frères Wazalendo qui ont pris les choses en main. Vous savez, au début de cette invasion par le Rwanda, je me souviens en 98, Laurent Désiré Kabila avait dit qu'il fallait qu'on donne des armes à la population pour qu'elle se défende. Et c'est les Wazalendo ont montré l'exemple et je leur ai dit merci, bravo les gars, vous faites du bon travail. Quand on voit comment ils sont en train de mettre en déroute l'armée rwandaise à Walikale, même à Goma, et donc à Bukavu, je me dis, ces gens, ils ont bien compris que ce n'est pas facile, mais pour que la paix revienne au Congo, pour que le Congo vive encore des années, il faut stopper ce fou de Kigali. Vous savez, s'il n'y avait pas eu les Wazalendo, d'ailleurs, c'est pour ça que Kagame est fou de rage, Kagame serait déjà à Kinshasa. Mais s'il est là où il est aujourd'hui, si les Américains ont dit maintenant, il faut forcer Kagame à venir signer ce document, c'est parce qu'ils se rendent compte que Kagame ne peut plus avancer. Si Kagame était fort militairement, on aurait laissé faire comme on avait l'habitude de le faire. Maintenant, il y a les Wazalendo, il ne peut plus faire ce qu'il faisait. Maintenant, on lui dit qu'il vient signer l'accord, mais c'est parce qu'il se rend compte que malgré les armes que la France lui a données, malgré les armes que les Américains lui ont données, ça n'a servi à rien, il est à genoux. Donc, c'est grâce aux Wazalendo, c'est grâce à la population congolaise. Continuez comme ça, la guerre n'est pas facile, il y a des vies qui se perdent, mais vous défendez l'honneur de toute la région de Garac. Merci mes frères. Vous parlez de Wazalendo, je n'allais pas vous poser cette question-là, mais je vous le pose quand même. Est-ce que les Wazalendo ne pourront pas être le futur M23 de demain? Est-ce que les Wazalendo ne représentent pas un danger à venir pour l'armée congolaise, mais pour le gouvernement congolais, pour les Congolais, vu que avec cet accord, tous les groupes armés doivent abandonner ou laisser les armes? Non. Alors, je pense que les vrais Wazalendo ne peuvent pas être un problème pour le Congo et les autorités congolaises. Vous savez, c'est pas nouveau. On les appelle les Wazalendo, mais ici en Europe, on les appelait les résistants. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des résistants qui ont mis en déroute à plusieurs endroits les nazis. C'est exactement la même chose avec les Wazalendo. Si l'armée congolaise sécurise un territoire, vous ne verrez jamais les Wazalendo se dresser contre l'armée. C'est l'armée, donc une partie d'ailleurs de l'armée corrompue, que les Wazalendo combattent. Si les autorités congolaises arrivent à sécuriser tout le territoire, l'armée contrôle la situation et la population n'est pas inquiétée, je pense que je ne vois pas un Wazalendo aller massacrer la population. Ce sont des faux Wazalendo. D'ailleurs, il faut savoir qu'il y avait d'ailleurs les Wazalendo qui avaient été infiltrés à Goma, et ça, je trouvais que c'était dommage. Mais ce sont des faux Wazalendo qui créent des problèmes. Les vrais Wazalendo se battent pour la population. Donc, je ne pense pas qu'on devrait s'inquiéter pour à l'avenir
cette guerre parce qu'il y a les Wazalendo qui sont dans le coin. Voilà comment je vois les choses, messieurs les journalistes. Grand merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Monsieur Gaston, nous rappelons que vous êtes quelque part et vous contribuez toujours pour nous aider et éclairer aussi l'opinion internationale qu'internationale par rapport à l'actualité politique qui se passe en République démocratique du Congo, la situation sécuritaire. Et merci d'avoir toujours répondu à notre invitation. C'est un honneur pour moi, monsieur le journaliste. Merci. Voilà, un grand merci aussi à vous tous qui nous avez suivis. Vous avez compris, aujourd'hui, la RDC est debout. La RDC est capable de faire face et nous croyons en l'avenir radieux de la République démocratique du Congo. Allez, bonne suite de programme sur votre chaîne Congo Live. Merci.